Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'APSG qui sera consacré à une petite review du 10-18 EFS IS STM de chez Canon. C'est une optique très utilisée notamment en vidéo. Canon l'a d'ailleurs faite pour ça. Si vous regardez le livret avec, Canon dit honnêtement que cette optique a été faite pour ceux qui pensent se filmer, donc faire du vlog, et elle est plutôt vraiment pas mal pour ça, notamment parce qu'il y a un stabilisateur à l'intérieur qui aidera à, à gagner 4 diaphragmes, donc 4 stops de stabilisation, ce qui est vraiment pas mal. Après, pour un prix de 250 €, on ne peut pas s'attendre à avoir que des qualités sur cet objectif. Le plus gros défaut de cette optique, ce sera d'avoir une ouverture non constante de 4.5 à 5.6, ce qui pourra la cantonner à des utilisations assez particulières, en plein jour, soit en pose lente, mais ça fait une optique difficile à utiliser pour faire des photos d'étoiles, notamment à cause de son ouverture, mais aussi parce que c'est une optique STM, et en général les optiques STM n'auront pas de bague de distance, donc ce sera très difficile de se repérer en manuel quand vous faites de la photo la nuit. Donc il y a plein de petites choses un peu problématiques. Après, moi, ce que j'ai trouvé en l'utilisant, c'est que, comme toutes les optiques STM, le focus est vraiment très précis et c'est plutôt agréable, comme la plage de focale. Enfin, c'est vraiment très grand angle, on entend vraiment très peu le focus, parce que les STM sont réputés silencieux, mais pour le 24 mm de 8, je trouve pas ça vraiment très silencieux. Voilà, la première fois que j'ai testé ça, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais là on est vraiment sur une optique silencieuse où vous ne dérangerez personne quand vous faites la mise au point. Donc c'est à signaler. Donc on va aller tout de suite voir ce que ça donne en vidéo, et je vais parler un peu de l'optique en blablatant dans la forêt. Donc rebonjour, et nous voici plus dans la chambre de Goupil. Donc je teste actuellement du coup le 10-18 avec le Videomac Go pour ceux qui veulent, et des fois, pour si je suis un peu fatigué, j'ai le CUF qui est une sangle de poignet pour m'aider. Donc pour moi le 10-18 il est vraiment pas mal pour le prix, vous le trouverez en moyenne dans les 250 €. L'ouverture n'est pas folle, on est entre 4.5 et 5.6, c'est ça. Donc vous serez en moyenne, donc donc quand vous serez à 10, vous serez à 4.5, dès que vous irez à 12, vous serez à 5, et à partir de 14 ou de 15, me semble-t-il, vous serez à 5.6. Donc c'est pas forcément le mieux, dira-t-on. Mais ce qui va être cool, et notamment là pour filmer, c'est qu'on a la stabilisation. Donc c'est plutôt sympa, comme vous le voyez en film, ça marche plutôt bien. Ça va vachement changer ici par contre. Je sais pas si je peux monter. Là, vous voyez le ciel est assez beau, hein. Donc je vais continuer par là. Donc ce que je voulais dire, c'est avant d'acheter cette optique, je suis allé sur DxO et je me suis aperçu qu'elle avait un très mauvais score, que ce soit en termes général, que en piqué, qui est sur un 760D, qui a le même capteur à peu près que le 80D, de 7 millions de pixels, ce qui est vraiment très peu. Mais il faut relativiser ça, parce que les optiques EFS ne sont jamais testées sur vous. Donc vous avez juste un aperçu un peu bizarre de ce que ça peut donner. Je change de main. Donc comment ça va se passer effectivement sur DxO? Par exemple, vous prenez le 24 mm STM EFS et on vous dit dans les reviews que c'est une optique géniale. Vous arrivez sur DxO et vous voyez qu'elle est plutôt en bas du classement. Elle va être à 13 millions de pixels. J'ai cette optique, elle est très bien.
et je me suis aperçu que comme on ne pouvait pas tester les EFS sur des full frame et qui de toute façon ils ne le font jamais, même les optiques DX ne seront pas testées comme ça, et ben on se retrouve avec un score merdique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple le 50 mm STM1.8 a un score de 29 mégapixels sur un 5D SR, ce qui est plutôt pas mal. C'est meilleur que le 1.8.2. Et donc, lorsque vous le mettez sur le même 760D, vous avez 12 ou 11 millions de pixels. Ce qui veut techniquement dire que ce 24 mm STM est la meilleure optique pour APS-C et que c'est une des meilleures optiques à mettre sur votre APS-C. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous testez par exemple la 1635 sur votre 80D, on va dire, déjà vous aurez un angle de champ qui sera plus vers les 24-56, voilà. Donc ce sera un peu problématique. Et ensuite, en netteté, vous serez à vraiment 5-6 millions de pixels. Donc relativisez les chiffres de DxO. Cette optique est plutôt bonne, je vois quand même ses limites quand je filme. De toute façon, techniquement, que ce soit bien optiquement que par rapport à un capteur, ces petites optiques ultra grand angle ne seront jamais géniales parce qu'il y a la netteté et l'impression de netteté. Bon, ça je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais par exemple les optiques les plus nettes seront des 300 mm parce que optiquement ils vont dans le détail et ils tirent bien plus le détail des pixels vu qu'on est plus avec une focale plus longue. Donc si vous voulez de l'ultra grand angle, il faudra juste vous adapter au fait que c'est pas forcément en été la meilleure chose du monde, mais que ça marche plutôt bien. L'autofocus est par ailleurs très très bon là-dessus. Les moteurs STM sur les dernières générations font des merveilles. Donc moi je vous conseille cet objectif. Donc on va revenir peut-être un peu plus en détail dans la chambre de Goupil, bien que j'ai déjà énormément parlé ici. Donc nous revenons dans la chambre de Goupil. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal à utiliser en vidéo. Vous aurez pas de problème si vous êtes fatigué, notamment de porter votre appareil photo. Vous pourrez facilement poser votre coude sur votre ventre et réussir à avoir quand même votre tête en vidéo. Donc c'est plutôt agréable. Utiliser à 10 mm en vlog, c'est très très appréciable. Mais ici par exemple, l'ouverture limitée me fait que je suis censé avoir beaucoup plus de lumière. Donc j'ai tendance à privilégier le 24 mm 2.8 pour faire des vidéos, même si il est moins large en angle. Après, ce qu'il faut vraiment préciser avec cette optique, et là je vais prendre autre chose, c'est que votre manuel est vraiment important dans le sens où, voilà, on va avoir, je le répète souvent, hein, et je le montre souvent ici, voilà, donc vous avez le menu ici, capteur AF, et là c'est sur mon 80D, donc ça vous indique comment réagit l'autofocus. Et donc ce que vous avez derrière, c'est là par exemple, vous allez voir qu'il y a marqué ici groupe A. Et après quand on va dans les pages suivantes, on va avoir de groupe A à groupe H. Et donc quand vous utilisez le groupe H, si vous arrivez à voir, hop, vous pouvez voir que votre autofocus n'a plus les mêmes caractéristiques. Je vais arrêter un peu pour que vous puissiez un peu lire. Et donc ça veut dire qu'en fonction de l'objectif mis sur l'appareil photo, vous n'aurez pas toutes vos options d'autofocus et il faut bien faire attention, notamment avec le 10-18. C'est pour ça que je prends ma liste. Donc on a les optiques EFS ici, désignation du groupe d'objectifs. Donc là vous avez votre petite liste. Voilà, et laissez-moi retrouver le 10-18, et comme vous voyez, le 10-18, hop, il est là.
et il fait partie du groupe D. Donc on va revenir au groupe D, voilà. Et ce qu'on voit dans le groupe D, c'est que, ce qui était, dit pour le 80D, à savoir, regarde, que on a des collimateurs en croix partout et un double croix au milieu, et ben ce n'est plus le cas lorsque vous utilisez le 10-18, parce qu'on va avoir typiquement ceux qui sont en marron foncé, enfin en gris foncé, c'est ceux qui sont en croix, et ceux qui sont en clair, ce sera des non en croix. Donc typiquement, même si je pense pas que beaucoup d'entre vous l'utiliseront pour faire de la photo en intérieur, ce sera beaucoup moins efficace qu'une optique qui ouvre typiquement à 2.8. Après il faut faire attention, cette charte, vous devez toujours la regarder, pas spécialement que pour les optiques qui n'ont pas une ouverture stable, mais aussi pour certaines optiques, notamment les DO, donc qui ont une formule optique spéciale et des traitements spéciaux pour limiter la diffraction, et comme la lumière rentre différemment à l'intérieur, on aura aussi des limitations, donc il faut vraiment avoir tout le temps ce bouquin-là avec vous quand vous avez votre appareil, comme ça vous permet de savoir quand vous voulez acheter votre objectif, la compatibilité avec l'autofocus de votre appareil photo. Donc au-delà de ça, j'ai pas vraiment eu de problème avec. Après, moi les problèmes que j'aurai avec l'autofocus, ce sera un peu plus le problème du 80D et des APS-C en général, mais j'en parlerai certainement plus dans une review du 80D si elle arrive un jour. Donc voilà, pour moi c'est une optique qui est vraiment plutôt pas mal. Qui va pouvoir servir à la fois à faire de la photo de paysage sans problème, mais dès que vous aurez plus l'autofocus, ce sera un peu problématique pour faire des vidéos. Donc c'est ça que j'avais à dire dessus. Privilégier ça pour faire soit de la photo de paysage, soit du vlog avec de la lumière, c'est vraiment très important. Mais à part ça, c'est vraiment une optique qui marche plutôt bien, qui sera pas la meilleure en piqué, mais comme j'ai déjà dû le dire, pour moi, une optique qui focus bien, c'est déjà mieux que d'avoir une autofocus avec un super piqué, avec une mauvaise, mauvais moteur autofocus ou un décalage. Donc moi je dirais que cette optique peut vraiment faire des merveilles si vous savez vous en servir, et si vous n'êtes pas toujours à zoomer à 100% dans votre photo, qui est une pratique qui n'est pas censée exister, parce que je vous le rappelle, quand vous imprimez la photo, ça ne donne pas exactement la même chose que de mettre à 100% sur votre ordinateur. Donc voilà, après cette je vais vous dire salut et à bientôt sur la chambre de Goupil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, eh ben, j'aimerais bien être au courant de ce qui vous a fait ne pas aimer la vidéo, parce que on est dans un pays, ou dans un monde civilisé plutôt, et c'est plutôt bien de décrire pourquoi on critique quelque chose. Ça permet aux gens de s'améliorer, le cas échéant. Et donc voilà. Je vous dis encore à bientôt et salut!